Bien, je me présente d'abord. Merci tout le monde. Olivier Carrière, je suis directeur exécutif adjoint chez Unifor. Pour être honnête avec vous, j'ai trempé dans la santé et sécurité, mais jamais comme vous autres. Fait que je ne suis pas un imposteur, mais je lève mon chapeau à tout le travail que vous faites à tous les jours. Vous faites une différence à tous les jours. Et puis notre objectif aujourd'hui, Roxane et moi, c'est d'essayer de vous donner des trucs pour continuer à faire votre différence. Par contre, je suis pas mal impliqué dans la mobilisation. C'est un de mes dossiers comme directeur adjoint chez nous. Alors là-dessus, je ne me sens pas imposteur du tout, mais pas du tout. Et puis, je suis accompagné de ma collègue Roxane. Je t'invite à te présenter. Dans le fond, je suis représentante à la santé et sécurité. Est-ce que tout le monde m'entend? Non, je parle pas assez fort. Là, est-ce que ça va? OK. J'ai tendance à ne pas parler très fort, fait que gênez-vous pas si vous ne m'entendez pas de le dire. J'ai la chance de faire partie d'un groupe prioritaire chez GSK, fait que je suis arrivée avec un comité santé-sécurité déjà en place, puis des prédécesseurs aussi qui avaient bien fait le rôle de représentant santé-sécurité. J'ai une superbe équipe syndicale en santé-sécurité, fait que je veux partager avec vous les trucs qu'on a pour mobiliser puis avoir une belle équipe. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, on va avoir une période à la fin ou sinon, intervenez. On commence avec un problème technique. Le clicker ne marche pas. En fait, si. Je ne sais pas si on peut y aller. Sinon... On peut-tu le faire à la main? Oui, on peut le faire à la main. Roxane, tu peux-tu regarder s'il est à on? Là, on entend tout ce que je dis. Là, le micro est bien placé. Je vais le faire. Mais sinon, Moi, je vais le faire. tu peux prendre la flèche peut-être. Oui, c'est ça. Ça, je le fais. OK. Ramène ça à la première. Puis je vais te faire signe. On voulait s'assurer de se rendre jusqu'à midi. Ça fait partie du scénario. Inquiétez-vous pas. Tout était prévu. Fait qu'on y va. Tu vas pouvoir faire les... OK. Écoutez, grosso modo, là, l'objectif de la présentation qu'on a aujourd'hui, en fait, je remarquais hier, pour ceux qui étaient dans la salle de prévention, qu'à peu près le gros tiers de la salle était déjà des RSS. Maintenant, on ne savait pas du côté de la salle réparation combien de personnes sont impliquées, mais on s'entend qu'on vient d'obtenir un nouvel outil avec la loi qui va entrer en vigueur. C'est au mois de mars prochain, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis là, on va avoir maintenant du temps de libération, mais on va devoir le combler avec de l'aide, avec du monde, avec des gens qui vont vous rejoindre pour être des représentants en santé et sécurité. Et puis l'objectif de tout ça, justement, d'aujourd'hui, c'est de vous donner des trucs. Comment est-ce qu'on peut mobiliser les gens? Comment est-ce qu'on peut repérer les futurs collègues qui vont embarquer dans notre équipe? Parce qu'on va devoir se bâtir, justement, une petite armée pour être capable de rencontrer de nouveaux objectifs. Parce qu'actuellement, on s'entend qu'avec l'ancienne version de la loi, les secteurs intérimaires sont déjà bien équipés. Les groupes qui, dans leur convention collective, ont été capables d'implanter des heures de libération sont bien équipés, mais il y a beaucoup d'endroits où on ne l'a pas, cet équipement-là. Puis là, il faut s'y préparer pour qu'on soit prêt le moment où la loi va prendre place. Fait que l'objectif de notre présentation, vous allez voir, c'est on va parler de santé et sécurité, mais on va surtout se concentrer sur de quelle manière est-ce qu'on peut déceler des talents, attirer des talents, se bâtir une équipe pour qu'on puisse répondre aux besoins de nos membres. Prochaine page, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait en santé et sécurité? En fait, des fois, on se demande, notre job, c'est-tu de s'obstiner avec l'employeur? Faut-tu qu'on s'obstine pour faire appliquer des normes d'exposition? C'est-tu notre job de jouer à police? Faut-tu qu'on se batte contre les boss? Il y a plein d'éléments qui peuvent peut-être sembler réfractaires pour du monde qui vous voit aller et qui se disent « Hey, c'est quoi sa job à elle? C'est quoi sa job à lui? C'est-tu de tout le temps s'obstiner? Faut-tu qu'on aille se pogner contre la CNSST? » Mais en fait, non. On ne va pas se pogner, on ne va pas chicaner. Ça peut arriver des fois qu'on va mettre de la pression, mais l'objectif, c'est qu'on est une solution à des problèmes que nos membres rencontrent. Et la clé initiale, puis il y a certaines clés qu'on va mettre l'accent au cours de notre présentation, Roxane et moi, là, mais une des clés qui est fondamentale, c'est que dans votre rôle, vous êtes indépendant des patrons. Les patrons vont prendre toutes sortes de stratégies pour vous occuper.
sur leurs intérêts, sur leur terrain. Mais non, vous devez vous occuper en fonction de votre indépendance. Vous êtes indépendant du patron, vous êtes un duo là-dedans. Vous n'êtes pas inférieur à lui, il n'est pas supérieur à vous. Et puis, bien sûr, c'est facile à dire de même, mais avec le temps, ça va se développer. On n'est pas ici pour s'obstiner. La question, c'est quoi être en santé? Tu sais, grosso modo, il y a une définition qui peut sembler lourde, là, mais qui dit, grosso modo, là, c'est de limiter l'exploitation de l'être humain. Parce que quand on arrive dans une entreprise, on offre une prestation de travail qui, en bout de ligne, là, je fais plein de shortcuts, mais qui, en bout de ligne, va se concrétiser par des profits. Puis là, bien, vous autres, vous êtes là pour travailler, faire votre job, puis pomper, puis pomper, puis pomper. Puis si vous vous blessez, c'est pas grave, on va vous remplacer par un autre. Mais non, la santé, justement, c'est de se faire exploiter par un employeur. La loi empêche les employeurs de nous exploiter. On a un outil maintenant pour éviter ça. Puis là, le mot « exploiter » peut paraître gros, mais souvent, on a des gens qui ne s'en rendent pas compte, embarquent dans une espèce de beat au travail, vont subir toutes sortes de formes de pression. Ça ne va pas nécessairement devenir une tendinite, ça peut devenir des problèmes ou des blessures psychologiques. Ça ne paraît pas, mais la personne arrive chez elle, elle est épuisée, elle ne fournit pas. Eh bien, c'est ça, la santé. C'est ça, la santé. La santé, c'est d'être capable de faire son travail, d'aller au travail, de revenir à la maison, de continuer de faire sa vie, les fins de semaine, les vacances, la retraite. Alors, notre objectif, il est large parce que ce n'est pas juste la santé physique, c'est la santé psychologique, les risques psychosociaux. Puis quand dans psychosociaux, il y a le mot social aussi, on est-tu capable d'avoir une vie normale avec notre entourage quand on sort du travail? Fait que si on n'est pas juste de parler comme moi, là, j'ai un tendon pété, là, j'ai un tendon d'Achille qui est sectionné. Ça m'incommode actuellement. Il y a des mesures il y a du monde qui s'occupe de moi, il y a du monde qui s'occupe de vous, mais quand on a une blessure psychologique, les recours ne sont pas nécessairement là. Quand on a des blessures sociales, les recours ne sont pas nécessairement là. Et c'est quelque chose qu'on va vouloir ajouter dans notre définition. Justement, la définition de l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence maladie ou d'infirmité. Ben là, il a pas mal, ça paraît pas, il est capable de faire sa job, il ne boite même pas, il peut la prendre, la boîte, puis la porter. Les employeurs sont tout le temps en train de minimiser ce que vous faites, tout le temps en train de minimiser comment les gens se sentent, parce que dans le fond, eux autres, ce qui ont intérêt, c'est qu'on pompe pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Maintenant, quand on parle de santé psychologique, c'est un nouvel aspect qui est intégré. C'est un nouvel outil qu'on a justement dans cette nouvelle mouture de cette loi-là. Puis, by the way, j'ouvre une parenthèse. On a tous été frustrés des changements de PL 59. On a tous été fâchés de voir certains reculs qui ont été faits. Mais concentrons-nous à voir les victoires qui sont ajoutées, justement. Puis enfin, la santé psychologique, elle est reconnue, clairement, dans la loi. Les blessures physiques, on en parle, on le sait. Un bras cassé, c'est tant de semaines. Un pouce foulé, c'est tant de semaines. Mais une estime de soi qui est brisée, on ne sait pas combien de temps ça prend. La pression de la productivité, ce que ça provoque, on ne sait pas combien de temps ça prend. D'être victime de violence conjugale, de harcèlement, d'intimidation, d'aliénation parentale, on ne sait pas combien de temps ça prend. Est-ce que ça fait partie du fait que la personne n'est pas capable d'être productive dans son milieu de travail? Tout à fait. Ça fait partie de ça. L'Organisation mondiale de la santé va aussi plus loin en disant que la santé psychologique est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à sa vie de communauté. Moi, ce que j'aime ici dans leur définition, c'est qu'ils ont mis « surmonter les tensions normales de la vie ». On travaille, on se lève le matin, on va à job, on fait nos fins de semaine, on fait les lunchs le dimanche, le lavage, on s'occupe des enfants. Un mané, paf, un proche décède, on casse en deux. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Bien, justement, c'est qu'on est tellement imprégné et impliqué dans notre pression sociale qu'à un moment donné, il arrive un étincelle, toute lâche. Et puis là, bien, justement, l'employeur, il dit « Ah, bien là, c'est pas arrivé à la job, ça. Pas mon problème. » Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'est plus capable d'être productif, cette personne-là. Il n'est plus capable d'accomplir ses tâches. Fait que oui, c'est ton problème, patron. Puis oui, il faut s'occuper de cet individu-là pour qu'il puisse continuer de, je ne peux pas dire performer, mais de fournir sa prestation de travail. Hier, on avait Mme Geneviève Barry, la professeure, qui parlait de l'effet spillover. J'ai adoré ça, cette expression-là. T'sais. Imaginez-vous, là, quand vous renversez votre verre de bière sur la table avec vos chums, tout le monde fait « Ah, fuck, le cellulaire! Hey, mon Dieu, le portefeuille! Ici, voilà la souris! »
C'est pas juste le verre de bière qui a renversé, c'est que ça a mouillé les jeans, ça a eu un impact. Alors imaginez-vous le même effet spillover si vous avez une blessure au travail, qu'elle soit psychologique, sociale ou physique. Bien, cet effet spillover-là se répand dans tous les aspects de votre vie. Fait que, quand on nous dit des fois, les employeurs, vous autres, on se bien le syndicat, la santé, sécurité, vous êtes tellement tout le temps à fond là-dedans. Ben oui, on est à fond là-dedans parce que c'est pas vrai qu'on se fait exploiter. Je reviens au principe du début. C'est ça l'exploitation d'une personne. C'est de ne plus être capable de fournir ce que tu as à faire, de ne plus être capable de faire ta vie. Fait qu'on a des outils, on a justement des définitions, on a une structure qui est intégrée dans la loi, et puis là, ben justement, on doit se défendre, on doit se représenter, et une fois qu'on a dit ça, c'est facile à dire, là. Je t'invite à passer à l'autre, tu l'as dit, wow! C'est facile à dire, là. Ah oui, la santé, c'est important, tous mes boss vont prendre en considération que j'ai des enjeux dans ma vie, puis que ça limite mes... Non, on sait que le projet est ambitieux, là. On sait que ça prend beaucoup de travail. On pourrait commencer par arrêter de se blesser, puis commencer par arrêter de mourir à la job. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité, là. Tristement, il va y en avoir encore des accidents. On ne veut pas qu'il y en ait des décès, mais ça va continuer. Il faut la faire vivre, cette loi-là. Il faut le faire vivre, le rôle de représentant en santé et sécurité. C'est pour ça que je vous disais tantôt, ça nous prend une petite armée, mais là, on ne va pas avoir une petite armée de gens qui exécutent des ordres sans réfléchir. On a besoin d'une armée de gens qui ont un sens critique, qui ont un jugement, qui ont une indépendance, une autonomie, mais qui sont aussi supportés par leur exécutif syndical pour qu'ils puissent avoir le courage, un bon matin, d'aller voir le boss et de dire « OK, c'est beau, ça ne marche plus. Il faut qu'on s'occupe de tel problème. » Puis là, bien, ça prend du courage pour faire ça, parce que là, tous tes collègues vont te regarder et vont dire « Ah, vas-y, c'est beau, c'est ton tour. » Moi, je reste assis, je ne veux surtout pas me faire spotter, je ne veux pas être perçu comme un mouton noir, je ne voudrais pas surtout tomber sur la blacklist du boss. Parce que ça peut faire peur des fois de tomber dans les mauvaises grâces de l'employeur. Bien, si tomber sur la blacklist du boss, c'est le prix à payer pour s'occuper de mes collègues puis s'entraider entre nous autres, bien, allons-y tout le monde sur la blacklist du boss, parce que c'est ça qui va faire une différence réelle. On ne peut pas se fier à eux. Même s'ils ont la responsabilité de s'occuper de nous autres, c'est nous autres qui doivent s'organiser. Je jasais hier avec Roxane, puis elle a une phrase qu'elle a dit que j'ai beaucoup aimée. Dans le milieu syndical, on n'est pas des passifs, puis on n'est pas des victimes. Justement, on n'est pas des victimes. On a des moyens. Non seulement on a une loi avec des outils, mais on a des moyens comme organisation dans votre section locale, dans votre syndicat national, la FTQ, les centrales, le mouvement syndical en entier. On en a des moyens. On en a des outils. Puis ce n'est pas dans notre ADN de rester assis à encaisser les préjudices. Là. Pas pantoute. Surtout pas dans cette salle-là ici. Là. Notre ADN, c'est plutôt de s'organiser. Puis c'est quoi s'organiser? Bien, s'organiser, c'est de considérer qu'il vaut mieux d'agir que de se plaindre. Puis ça, de se plaindre, bien, c'est ça que les boss nous donnent l'étiquette. Ah, c'est bien, vous autres, les syndicats, vous êtes des chialeux, vous n'êtes jamais contents. On n'est pas chialeux. On prend notre rôle, puis on va dire au boss qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Notre job, c'est d'agir, puis on est bon là-dedans. On observe, on analyse, on consulte nos collègues, puis après ça, on passe à l'action. Ce n'est pas de chialer de passer à l'action, c'est de faire la différence pour le bien-être de nos collègues. Fait que syndicalement, on le sait, là, on est bon en réparation. Ça fait des années qu'on développe des expertises, puis on est solide. Maintenant, en prévention, il y a du travail à faire. Dans les endroits que c'était déjà établi, je pense que vous allez pouvoir vous référer à ces collègues-là et puis éventuellement, dans votre expérience, de mettre sur pied votre équipe, vous baser sur l'expérience de ceux qui faisaient partie des anciens groupes prioritaires, de ceux qui avaient déjà des éléments de la convention collective. Mais grosso modo, c'est qu'il faut qu'on fasse passer les intérêts des travailleurs en avant des intérêts du patron en lui montrant que quand son équipe est en forme, quand sa force de travail est en santé, là, c'est plus productif. Puis c'est pour ça qu'on travaille en partenariat avec eux autres. On n'est pas vraiment en relation de travail de dire « tu as fait une gaffe, je te le dis, puis on va la régler ». C'est non, il y a un problème. Mes membres me disent qu'il y a des enjeux. On peut s'asseoir ensemble, trouver une solution. L'approche n'est pas pantoute la même. Devenir un mouton noir pour régler des problèmes, bien, c'est quelque chose sur lequel moi, je lève la main à tous les jours. Le travail que vous allez faire là, comme RSS dans votre quotidien, là, ça ne va pas nécessairement avoir un impact à court terme. Ça va avoir un impact à moyen puis à long terme. À long terme, tellement qu'aujourd'hui, on en parle souvent dans le milieu syndical, c'est « Ah, les jeunes aujourd'hui, ils ne savent plus pourquoi, c'est quoi la valeur d'un régime de retraite, ils ne savent plus c'est quoi la valeur des vacances. On a fallu qu'on se batte pour nos vacances. » Bien là, savez-vous quoi? On commence avec une nouvelle loi
Puis il va falloir qu'on se batte pour faire des avancées qui vont avoir des résultats sur les 30-40 prochaines années. Puis encore une fois, dans 30-40 ans, on va se dire au nouveau, ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'on ait des mesures en santé et sécurité qui sont aussi fortes. Bien, c'est parce que ça a repris 10, 20, 30, 40 ans à construire. Et là, on a l'opportunité de repartir avec une nouvelle mouture. Fait que pour partir avec cette nouvelle mouture-là, on est-tu rendu à ça ici? Ben oui. Quel est votre rôle? C'est quoi votre rôle du RSS? Puis c'est quoi l'importance de la loi la santé et sécurité? Et à partir d'ici, je passe la parole à ma consoeur. Merci beaucoup. On l'a vu hier au cours de la journée, c'est quoi le rôle du représentant en santé et sécurité? Olivier l'a dit en début de présentation, l'indépendance du rôle est super important. On est chanceux, c'est écrit dans le règlement, dans la loi. Il faut rester focusé sur c'est quoi notre rôle qui est établi, puis pas accepter de faire d'autres tâches pour le patron, parce que c'est ça, il va essayer justement que vous ne soyez pas mobilisés puis que vous faites de l'action syndicale en vous remplissant l'agenda de réunions, en vous en faire des analyses de risque papier, puis ils vont vraiment vous occuper à temps plein. Parce qu'ils n'aiment pas ça, vous vont sur le terrain, on dérange. Mais notre place est sur le terrain. Parce que nos fonctions, c'est faire l'inspection du lieu de travail. Ça ne se fait pas un bureau. Il faut aller se déplacer sur les lieux pour le faire. Puis, recevoir des copies d'accidents, d'enquêter. Enquêter, ça ne se fait pas dans un bureau avec le boss. Il faut aller sur les lieux de travail, interroger les personnes, les collègues. Puis c'est eux qui vont avoir les bonnes solutions aussi pour éviter que ça se reproduise. C'est eux les experts. On ne peut pas tout être expert. J'ai une formation de chimiste, fait que tous les risques chimiques, ça va, mais qu'est-ce qui est cadenassage, risque électrique, j'ai besoin de mes mécaniciens puis mes personnes que c'est dans leur domaine d'expertise. Identifier les situations dangereuses, encore une fois, ça se passe sur le terrain. Je ne vois rien là-dedans qui nous dit de faire la police des EPI ou c'est vraiment ça, c'est d'aller sur le terrain, d'assister les travailleurs dans leurs droits. Souvent, ça demande du courage de dénoncer les situations, puis de faire un droit de refus. Fait que d'être de leur côté, c'est vraiment important. Puis c'est comme ça qu'on va bâtir une solidarité, puis on va devenir une personne de référence aussi, parce qu'on va avoir pris de leur bord, puis on va les avoir défendus. Moi, je participe à toutes les enquêtes d'accidents, puis une chose super importante, c'est que je m'assure que ce ne soit pas l'employé qui soit mis en cause. Il faut creuser plus loin, s'assurer que la méthode de travail, l'organisation du travail, y a-t-il le cadenassage, était-tu en place? Puis si eux autres, ils vont s'arrêter à dire l'employé ne portait pas ses EPI ou travaillait de façon pas sécuritaire. Fait qu'on s'assure d'utiliser les enquêtes pour creuser plus loin puis de réduire la problématique qui est menée à la source de danger. Puis après ça, mon enquête, je la donne à ma collègue en réparation parce que ça nous aide à nos réclamations CNESST. Il faut travailler en équipe dans le milieu. Puis si jamais c'est du disciplinaire parce que la personne n'a pas respecté du cadenassage, je la donne à mon équipe en relation de travail parce que ça va éviter d'avoir une mesure disciplinaire parce que je vais avoir prouvé que les patrons n'auront pas vraiment fait leur supervision, que la méthode n'était pas conforme, puis qu'il y a d'autres choses. Porter plainte à la commission, c'est dans notre rôle. Fait que là, si vous avez de la pression de l'employeur qui dit comment ça que vous portez plainte, bien, écoutez, là, je fais ma job qui est écrit dans la loi. Analyse de risque, important. Hier, j'ai quelqu'un qui disait qu'il venait du milieu militaire, puis qui disait que les boss, oui, ils vont nous faire des analyses de risque, c'est dans notre rôle, puis ils vont vouloir vous gérer les risques. Fait que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont fait, là, mais c'est qu'on regarde un poste de travail, puis on regarde tout ce qui peut être dangereux. Les risques électriques, ergonomiques, les produits chimiques, puis on détermine c'est quoi les méthodes sécuritaires de travailler, puis après ça, on cote. On dit c'est quoi la conséquence physique que ça pourrait arriver sur le travailleur. Disons, au pire cas, c'est une amputation ou une maladie. Fait que là, ça cote élevé, ou si c'est une échymose, ça cote un petit peu moins élevé. Puis après ça, on multiplie ça par la probabilité qu'un événement arrive. Fait que là, le boss, eux autres, ils vont essayer de jouer avec les chiffres pour rendre la cotation le plus bas possible, puis pour ne pas travailler en prévention, ou de juste faire porter des EPI. Puis là, ils vont vous impliquer dans l'analyse de risque. Fait que là, dans le fond, après ça, on ne peut pas vraiment chialer parce que c'est nous autres qui l'avons fait avec eux. Notre rôle, c'est justement d'être impliqué dans l'analyse de risque, d'impliquer les travailleurs, puis de s'assurer que ça soit à la source, que ça soit réglé la problématique, pas accepter justement de gérer, puis de mitiger, puis d'accepter des méthodes
que eux, ça va faire leur affaire parce que ça coûte moins cher, mais c'est important de travailler à la source du problème. Puis, est-ce que c'est... Il faut vraiment, vous savez, c'est beaucoup de travail juste faire ça. Fait que concentrez-vous là-dessus, puis et acceptez pas d'autres mandats. Fait que là, on vient de voir les fonctions. C'est quoi nos rôles en fonction de ce que les articles de loi disent. Mais là, c'est bien beau. Là. Mais y a-tu vraiment juste ça? On est-tu là juste pour faire des enquêtes? On est-tu là juste pour mettre en place une mécanique qui est en place? Ben non. Il faut, qu'est-ce que ça nous prend pour être capable de faire des bonnes enquêtes? Qu'est-ce que ça nous prend pour connaître les passés proches? Qu'est-ce que ça nous prend pour que les travailleurs puissent avoir accès à leurs droits, à la connaissance de leurs droits? Bien, la solution est assez simple. Il faut leur parler, il faut surtout les écouter. Il faut être sur le terrain. Comme Roxane l'a dit, ce n'est pas dans notre bureau qu'on va être capable de faire avancer ces choses-là, c'est en étant visible, en parlant avec notre monde, puis en les faisant s'exprimer. Faire du social, ça peut vous donner l'impression, des fois, on dit « Oh, c'est bien, le RSS, il se promène sur le plancher puis il fait juste jaser avec tout le monde. » Eh bien, justement, votre job, c'est justement de jaser avec tout le monde pour aller récupérer leurs connaissances, les enjeux du quotidien, les enjeux du mois, les enjeux de l'année. Ça fait 10 ans que je travaille ici, ça fait 10 ans que je le dis qu'on est dans le trouble, puis il n'y a jamais personne à s'occuper de rien. Bien, il faut commencer quelque part. Et puis là, justement, le rôle des RSS va être de s'attarder à chaque enjeu. Il faut qu'on soit curieux aussi. Ce n'est pas écrit dans la loi « Soyez curieux, intéressez-vous à tout ». Hein, on a justement des enjeux de produits chimiques, des enjeux de cadenassage, des mesures de sécurité, des risques de toutes sortes. Ça peut être aussi des enjeux, je reviens encore sur le psychosocial, ça peut être des enjeux à la maison, la violence, ça peut être le harcèlement, ça peut être simplement le fait que les enfants ne vont pas bien, puis là, bien, ça transparaît sur les parents. Fait que ça ne s'arrête pas juste à « bon, OK, je vois un piston de 50 tonnes qui plie un morceau de métal, c'est important de ne se mettre pas tes doigts ». Mais ce n'est pas juste ça, la santé-sécurité, alors de s'attarder à seulement que certains éléments, on rate la cible. Fait que n'ayez pas peur de passer pour les gens qui se promènent sur le plancher à jaser à tout le monde. C'est ça notre job. Tu sais, des fois, on oublie de dire on pense que notre job, c'est de prendre un dossier, de faire une enquête, de faire un rapport. Là, il y a un résultat A, B. Ah, je me sens bien. Mais des fois, votre journée, vous ne remplirez pas de rapport. Il y a des journées que vous n'allez pas faire d'enquête. En fait, vous allez juste être en train de sentir ce qui se passe dans votre milieu de travail. Vous êtes en train de convaincre vos collègues de travail à vous parler. Vous allez être en train, justement, aussi peut-être d'allumer une coupe de bougies. Puis il y a des gens qui vont dire « Hey, ça a l'air cool, la santé-sécurité. Il me semble que je me sentirais utile. » Tu sais, le but, c'est d'amener les gens à rejoindre votre équipe, puis aussi de pouvoir être capable d'identifier le niveau de participation de ces gens-là. C'est pas vrai que tout le monde va devenir président ou présidente de section locale. C'est pas vrai que tout le monde va devenir responsable de la santé-sécurité, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent accomplir différents rôles. En recrutement, on a nos poteaux. Ce n'est pas nécessairement des gens qui vont devenir délégués, mais c'est des gens qui t'amènent de l'information. Bien, en santé et sécurité, vous avez également besoin de ça. Vous avez besoin de vous promener sur le plancher pour que, justement, les collègues, qui vous reconnaissent. Il faut que les gens sachent que c'est vous. Il ne faut pas que l'employeur vous cache dans un bureau enseveli de piles. Il faut que vous soyez visible dans le milieu de travail. Fait qu'en étant visible, en parlant avec le monde, même si le boss il vous traite de jaseux, de corridor, bien, soyez-en fiers. Parce qu'à part de dire être à la cafétéria, puis d'un break, d'un dîner, bien, c'est là qu'on apprend des choses. Vous savez, on ne connaît pas tout. Hein? Ce n'est pas écrit dans la loi. Le représentant santé-sécurité doit tout connaître. Ce n'est pas écrit. Puis on n'a pas besoin de tout connaître. Fait que ce qui est important, c'est d'être franc avec nos membres, de leur dire, écoute, je ne sais pas ce que tu me racontes là, mais je vais aller m'informer, puis je vais te revenir. Partez pas avec, puis c'est du B à bas, là, dans le sens qu'on l'entend souvent, mais faisons pas de fausses promesses, essayons pas de créer de l'espoir où il n'y en a pas. L'objectif, c'est d'écouter nos gens. Nos travailleurs, là, nos membres, là, les collègues de travail, là, dans notre vie professionnelle, là, combien de fois qu'on se fait écouter par nos dirigeants? À peu près jamais. Bien, vous autres, juste en faisant ça, vous allez faire une différence dans leur journée. Parce que dans le monde idéal, on aurait tout. On aurait accès, on aurait des fichiers, on aurait toutes les informations, on aurait tous les impondérables qui se peuvent passer dans une journée. On serait capable de déterminer à l'avance quel risque arrive. Mais non, on n'est pas des super-héros, on n'a pas de pouvoir magique, on n'a pas l'intelligence artificielle de brancher dans notre cerveau qui est capable de processer 1 milliard de patentes en 3 minutes. Ça implique justement que vous consultiez, que vous jasez et que votre exécutif syndical vous appuie.
Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. On parlait des choses qu'on va marteler. On parlait justement d'être sur le terrain, être indépendant, avoir le support de son exécutif. C'est quelque chose qui est fondamental. Fait que je m'adresse aux exécutifs qui, aujourd'hui, n'ont pas vraiment de structure en santé et sécurité dans votre shop. Eh bien, c'est quelque chose qu'on vous invite à mettre sur pied, mais surtout, pour lui donner de la crédibilité, des appuyer en tout temps. Fait que quand il y a des enjeux de santé et sécurité, on a souvent l'occasion de... Pas l'occasion. L'employeur va vouloir départager ça. Va dire « Ah, mais ça, c'est pas le même problème. Ça, c'est un enjeu de santé et sécurité. On est en comité de relations de travail, c'est pas important. » Bien, vous avez un rôle comme exécutif, même si vous n'êtes pas actif dans le RSS. C'est de l'appuyer, votre RSS. Puis c'est quelque chose que votre boss va vous mettre de la pression. De dire « Voyons donc, ça, c'est du niaisage. Là, il boite, mais il est capable de porter la boîte. » Non, c'est important parce qu'à court, moyen, long terme, la personne qui boite, elle ne sera plus capable de travailler, va devenir un problème administratif pour le boss, il va être obligé d'embaucher quelqu'un d'autre pour la remplacer. Puis là, pendant que je paye un salaire à le former l'autre, je perds de l'argent. C'est tout ça, là. Vous les connaissez, ces mécanismes-là. Ben non, justement, on est là pour régler le problème. Puis en parlant avec nos collègues, ça crée de la solidarité et veut pas. Les gens vont se sentir en confiance parce qu'ils, justement, ne sont pas habitués de se faire écouter. Ça, ce n'est pas écrit dans la loi, ça, de dire comment. Non, c'est comment vous vous comportez. Puis à la limite, de dire, oh, ben là, je trouve ça un peu intimidant, je ne connais pas grand-chose là-dedans. Je reviens, là. On n'est pas obligé de tout savoir, puis on n'est pas obligé d'être un expert au jour 1. C'est avec l'expérience qu'on va être capable de déceler, justement, comment réagir dans certaines situations. Je repasse la parole à ma collègue, mais je vais y aller de manière un peu manipulatrice, vous allez voir. Roxane, moi, j'aimerais ça comment tu m'expliques comment tu réagis, parce que, tu sais, on voit souvent dans les entreprises où il y a des procédures de cadenassage, tu sais, c'est quand même majeur, hein? Le cadenassage, ça peut être la différence entre retourner travailler ou avoir la tête écrasée entre 2 morceaux de métal qui pèsent 3 tonnes. Puis là, tu as des travailleurs que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui travaillent dans le même shop. Ils sont contents de ça. Là. Moi, ça fait 25 ans que je travaille ici, je connais tous les coins de la shop. J'en connais plus que le boss. Puis avec raison, tu en connais plus que le boss. Mais sacrifice, il ne se cadenasse pas. Il y a un avis verbal, il y a un avis écrit, il y a une suspension. Asti, il continue de ne pas se cadenasser. Fait que là, moi, comme rôle santé-sécurité, je pense que tu as un job à faire avec ce membre-là. Tu as besoin de dire en sacrifice qu'il met la vie en danger de tous ses collègues puis de lui. Là. J'aimerais ça comment tu vois ça puis comment tu interviens avec ces gens-là. Tout d'abord, il ne faut pas embarquer dans le boss qui va essayer de faire. Puis, tu sais, c'est culturel aussi, même entre collègues, c'est de dire que c'est de la faute de la personne qui ne se cadenasse pas puis qu'elle a un comportement dangereux. Fait que la première affaire à faire, c'est d'aller voir sur le terrain puis d'aller parler avec la personne à part aussi. Puis est-ce que, justement, il y a des raisons pourquoi ils ne le font pas. Vous allez me dire, des fois, il y en a qui sont vraiment tête de cochon puis qu'on a beau les avoir expliqués puis ils ne changent pas d'idée, mais souvent, quand on creuse, là, il y a des raisons sous-jacentes. Est-ce qu'ils ont une cadence à respecter? Puis si, dans le fond, s'ils respectent vraiment toutes les procédures de cadenassage, ils ne réussiront pas à avoir leur quota. Puis s'il y a des primes de rendement, est-ce qu'ils vont être obligés de faire de l'over? Puis là, il faut qu'ils aillent chercher les enfants en garderie le soir. Puis fait qu'en respectant toutes les procédures de cadenassage, bien, ça dépasse la journée. Est-ce qu'il y a de la pression sous-jacente de la production que là, la ligne est arrêtée? Là, puis là, les gars de maintenance, ça coûte de l'argent parce que la ligne est arrêtée. Fait que, tu sais, peut-être que c'est les boss ferment les yeux aussi pour que, puis que c'est comme encouragé sans le faire de façon officielle. Les procédures, ça a l'air de quoi? Allez les lire. Ça se peut que ce soit même pas évident, les valves qu'il faut fermer, puis il y a peut-être même des erreurs, fait que les personnes n'y croient pas parce que c'est... Puis la formation. Je ne sais pas si c'est une nouvelle mode, là, des formations en ligne. Et comment votre formation de cadenassage? Il faut que ça soit sur le terrain, puis vraiment expliquer avec un formateur. Et essayer d'éviter ça, les formations en ligne en santé et sécurité. Il faut vraiment que ça soit fait sur le terrain. Fait que tous ces points-là, là, c'est ce que je réponds pour expliquer le comportement de la personne. Puis, comme j'ai dit en début de présentation, je prends ça en note, puis je vais fider mes personnes en relation de travail, puis je vais faire tomber les mesures disciplinaires parce que c'est l'employeur qui n'a pas bien fait son travail à la base. Puis, c'est vraiment important, justement, le lien avec l'exécutif syndical, qu'on soit au courant. Nous, on n'est pas le boss. C'est pas nous qui va aller en disciplinaire
puis acceptez pas d'y aller parce que sinon, après ça, vous allez perdre la crédibilité puis les personnes ne voudront plus venir vous remonter des situations. Mais on peut travailler avec nos personnes en relation de travail. Puis, acceptez jamais que ce soit la faute du travailleur. Il faut creuser plus loin. Il y a des raisons organisationnelles derrière, c'est sûr. Moi, ce que j'aime de ta réponse, c'est avec un exemple précis. Tu sais, lui, le boss, il va dire automatiquement « Ah, c'est la faute à Roger, c'est la faute à Martine. » Un dénominateur. Puis dans ta réponse que tu viens de donner, là, il y a quelque chose comme 8, 10, 12 facteurs qui pourraient expliquer pourquoi le travailleur n'a pas appliqué la procédure de cadenassage. Puis là, on parle de cadenassage, mais ça pourrait être n'importe quelle autre procédure. Fait que justement, le boss va vous dire « Ah ben on sait bien, Roger, là, je suis rendu à sa 3e suspension, tu sais bien que c'est en sac. » Eh bien, peut-être que, justement, il y a tous les facteurs que Roxane vient d'expliquer qui supportent pourquoi le travailleur décide, malgré lui, de prendre un risque. Fait que c'est quelque chose qui, justement, c'est notre rôle, ça, d'aller plus loin. C'est notre rôle d'aller plus loin dans l'enquête. J'aimerais ça aussi, Roxane, que tu me parles de l'exemple dont tu me parlais cette semaine là, sur le formaldéhyde chez GSK. Oui. On a eu un exemple hier chez Tafisa de formaldéhyde, mais on a ça, puis je sais que dans les secteurs universitaires aussi, ils ont ça dans les laboratoires. Ça, c'est, pour ceux qui sont moins familiers un petit peu avec le Simdut, ça cause le cancer, puis c'est prouvé. Fait que c'est exposition minimum. Puis là, nous, on a ça dans le procédé de production pour aseptiser tous les équipements, puis au laboratoire. Puis là, ils ont pris des mesures d'hygiène industrielle, dans le fond. Puis j'ai eu accès au rapport. Puis, dans le fond, les travailleurs à centrifugation étaient exposés quand ils débranchaient les tuyaux, puis toute la journée, mais vraiment des petites quantités. Et là, l'employeur ne voulait pas faire porter des protections respiratoires aux personnes. Puis là, il mettait l'odieux de n'emporter, parce que, tu sais, moi, je respecte les recommandations de l'hygiéniste qui disait qu'il fallait protéger les travailleurs. Fait que là, il me craquait tout mon monde contre moi. Puis en plus, c'est chimiste. Mais pire pas, il ne faudrait pas que je dise ennemis, mais ceux avec qui j'ai plus à me battre, c'est d'autres collègues chimistes qu'eux, ils disaient « Ah, ben t'écoutes pas la science, c'est 0,1 0,1 12 heures par jour, pendant toutes les années qu'on travaille, puis que ça prouve le cancer, bien, je t'invite, ce que je réponds justement au patron, c'est « Tu viendras avec moi au tribunal quand la personne va être intubée, voir si on prend ça à la légère. » Fait que, au lieu d'être la police puis de porter l'odieux qu'il faut porter une protection respiratoire, tu sais, un masque, là, j'ai été technicienne, c'est pas le fun à porter. Un respirateur avec des cartouches, je sais pas si vous avez apporté ça, c'est pas le fun. Par contre, je les ai craqués puis je leur ai dit la vraie solution, c'est de réduire à la source. C'est soit de changer de produit ou soit de travailler en circuit fermé. Puis là, tu sais, c'est sûr que l'employeur, c'est pas la première option parce que changer des procédés pharmaceutiques, ça coûte cher, ça prend du temps, puis ça fait pas nécessairement du rendement. Mais je les ai mobilisés, puis au lieu de porter le masque pendant 6 heures de leur corps de travail, finalement, c'est juste une demi-heure. Puis ils ont tous changé les procédures pour faire ça en circuit fermé. Fait qu'ils étaient exposés à chaque jour à du formaldéhyde, puis avec la mobilisation, en les craquant, en leur disant « Regarde, c'est pas vrai que on va porter la protection respiratoire, c'est ça que les patrons veulent, de régler avec les EPI. » Ça a fait changer le procédé de production. Mais déjà là, je vous dis, on a un comité paritaire, c'est déjà établi mon rôle. Ils m'ont caché des rapports d'hygiène. Parce qu'au même moment, ils avaient fait prendre des mesures au laboratoire. Puis ils ne l'ont pas montré au comité paritaire. Puis pendant que je faisais les analyses de risque au laboratoire, il y avait la manipulation du formaldéhyde. Puis là, j'ai dit, bien, est-ce qu'on a des données? Parce que, tu sais, on en manipule sur le bench, puis pas sous la hotte. Puis comment ça, tu sais, on se promène partout au laboratoire avec des échantillons ouverts. Fait que là, c'était un nouveau du côté patronal, puis qui n'a pas pensé, puis qui m'a sorti les rapports. Il y en avait vraiment. Les techniciens étaient exposés, puis ils nous avaient caché ça. Puis la raison que j'ai eue du côté patronal, c'est que c'est pas beau des techniciens de laboratoire avec une protection respiratoire. Ça fait pas beau dans un labo, je vous jure. J'ai jamais changé autant de couleurs puis été aussi fâchée. Ce que j'ai fait, parce que c'est important, les écrits restent, puis on va le voir comment mobiliser notre monde, c'est que j'ai fait un avis de situation dangereuse. Puis j'ai copié les techniciens de labo, puis j'ai demandé de faire une corrective pour changer les méthodes de travail pour qu'ils travaillent sous la hotte, puis qu'ils installent des bras de captation. Puis en attendant que les solutions soient mises en place, qui portent une protection respiratoire. Puis j'ai demandé aussi d'avoir accès
au rapport d'hygiène. Puis j'ai envoyé ça aussi au directeur d'usine. Ça n'a pas pris 2 minutes que le président du syndicat il a eu un appel. C'est pour ça qu'on disait que c'est important d'être appuyé l'exécutif, parce qu'ils vont essayer de vous intimider, parce qu'on brasse, puis c'est important qu'on soit défendu. C'est dans notre rôle, ils n'ont pas le droit légalement, mais ils vont le faire, croyez-moi. Ça veut dire que vous faites bien votre travail aussi. Là, on ne peut pas toujours être en partenariat. La semaine passée, j'ai signé l'analyse de risque parce qu'on a eu des mesures pour prouver que les bras de captation, ça a fonctionné. Fait que la solution, c'était pas de faire porter des masques à tous les techniciens. La solution, c'était de réduire à la source. Puis ça, il faut avoir accès aux données d'hygiène industrielle. Puis il faut faire une solidarité d'impliquer aussi les personnes. Fait qu'au lieu d'être la police des EPI, c'est de travailler avec eux pour pas qu'ils soient obligés de l'emporter. Moi, j'aime la réponse. C'est quoi la différence entre être la police puis un RSS? C'est justement, c'est qu'au lieu d'être la police puis de les faire filer cheap, c'est plutôt de les comprendre, de partir avec eux autres, de bâtir une solution, puis que le monde se rende compte que, justement, ça a valu la peine de parler. Fait qu'on est là pour supporter notre monde, pas pour leur dire, bien franchement, on ne devient pas le bras droit du boss en santé et sécurité. C'est pas parce qu'il n'y a pas un rôle de relation de travail que. Il y a une espèce, au fédéral, ils disent carrément dans la loi, là, les deux sont aussi responsables, mais on ne devient pas le bras droit du boss. Là. Non, on est le bras droit de nos membres, on est le bras droit de nos travailleurs et de nos travailleuses. C'est pour eux qu'on fait ce travail-là. Mais là, il faut se bâtir une équipe. Roxane, j'aimerais ça que tu m'expliques comment on peut justement prendre les fonctions, nos obligations qu'on a, puis comment les transformer en opportunités de recrutement, de mobilisation, de bâtir d'équipe. Parce que dans le fait, la solution est déjà écrite dans la loi si on regarde un peu plus loin entre les lignes. Comment on fait pour se trouver des alliés et des personnes qui vont nous aider en santé et sécurité? C'est en parlant avec le monde, on le dit, puis ça fait partie de notre rôle. Fait qu'en plus, on ne peut même pas se faire reprocher qu'on fait de la mobilisation puis du recrutement, parce qu'on rend l'utile à l'agréable. Quand on fait l'inspection des milieux de travail, on en profite justement pour repérer des personnes que ça les intéresse. Puis après ça, on les fait avec eux en partenariat. C'est plate pour un membre de comité santé-sécurité ou syndical de juste assister aux réunions. C'est le fun aussi d'avoir une implication terrain puis d'avoir des choses concrètes. Fait qu'impliquez-les, pas juste qu'ils viennent avec vous aux réunions, là, amenez-les à faire de l'inspection des milieux de travail, puis essayez de recruter des personnes aussi qui ont la passion, parce que c'est ça qu'on a tous en commun. On est passionnés pour la santé et sécurité. Des fois, les personnes n'ont pas nécessairement la fibre syndicale dès le début, mais ça se travaille justement avec le temps. Comment on fait pour recruter avec des enquêtes d'accidents? C'est justement, on est là, puis on défend, puis on s'assure que ça ne soit pas tout mis sur le dos du travailleur. Fait que là, après ça, c'est utile, le syndicat, puis ils sont aussi sensibilisés parce que malheureusement, ils ont eu un accident, puis ils voient l'impact que ça a sur leur vie quotidienne, le soir, les douleurs, puis tout comment ça l'impact, pas juste au travail, c'est notre vie autour. Fait que, souvent, moi, des personnes qui ont eu des accidents de travail, j'essaie de les impliquer pour qu'ils participent à l'élaboration de la solution, puis aussi les amener avec moi sur le comité santé-sécurité. Quand on veut identifier le danger, c'est justement, on va parler aux travailleurs, puis ils vont nous parler des problématiques, puis on va le voir plus loin, l'importance des petites victoires, c'est pas juste aller jaser, il faut aussi livrer, dans le fond, forcer l'employeur à faire des changements. Fait qu'ils vont voir que c'est utile un comité santé-sécurité, puis ça fait des changements sur leur vie. Quand une personne fait un droit de refus, qu'on est là pour eux, ça peut les aider après ça. Crime, tu as eu le courage de dénoncer, tu serais un bon représentant en santé et sécurité. Puis c'est justement des bonnes relèves. Quand on accompagne l'inspecteur, vous me dites, bien là, on ne recrute pas quand on fait. Bien oui, on se fait voir, ça suscite la curiosité. Ah, bien, crime. Ils ne font pas juste parler, le comité santé-sécurité, ils agissent aussi. Quand ça traîne en longueur avec le comité paritaire, ils font venir l'inspectorat, fait que ça peut donner le goût aussi de s'appliquer pour faire changer les choses. Porter plainte à la commission. En quoi qu'on recrute? On copie les travailleurs. Comme ça, ils voient qu'on a passé à l'action. Puis ça va susciter, c'est sûr,
ils vont venir vous parler de ça après, les travailleurs. Mon avis de situation dangereuse que j'ai envoyé aux techniciens de labo. Le lendemain matin, les techniciens allaient écrire au registre des accidents qu'ils sentaient une odeur en travaillant avec les produits sur le bench. Ça, c'est ma paye. Ça veut dire qu'en plus, je suis appuyée des travailleurs, fait que ça m'aide quand je viens pour défendre le point. Participer à l'analyse de risque, ça ne se fait pas dans notre bureau. Ça se fait en allant consulter les membres, puis c'est les meilleurs pour trouver les solutions. Puis, je disais, c'est plate de juste assister aux rencontres. Justement, les solutions d'ingénierie ou autres pour améliorer les conditions de travail, la recherche de chaises ergonomiques ou toute autre chose qui pourrait aider puis réduire les risques au milieu de travail. Vos futurs collègues qui travaillent avec vous en comité santé-sécurité, donnez-leur des mandats. Je sais que c'est plus facile de les faire toutes par nous. Des fois, c'est un petit peu plus long parce que c'est pas tout le monde qui maîtrise l'informatique ou nous, on est libérés puis on peut tomber dans le piège de tout vouloir tout faire. Mais les personnes, ils vont vraiment se sentir utiles. Puis ça va leur donner le goût de s'impliquer s'ils ont des réalisations puis qu'ils ont fait la différence aussi d'un membre. Puis ça va faire un comité actif. Il y a un élément que je trouve intéressant dans le momentum qu'on a en plus. Là. On a justement l'implantation d'une nouvelle loi. On a tout d'un coup des heures de libération. Il faut qu'on commence à quelque part. On pourrait-tu aussi commencer en faisant des espèces de rencontres avec nos membres, des focus groups, des dîners en midi, puis là, de faire une espèce de cartographie de votre milieu de travail avec eux autres, avec les travailleurs, d'utiliser dans les premiers temps votre temps de libération pour justement aller rencontrer puis sonder le monde. Qu'est-ce qui se passe dans votre département? C'est quoi les plus gros enjeux? Et puis là, vous allez vous bâtir déjà là une base de connaissances assez rapide. Puis, comme Roxane vient de le dire, on est en train d'exercer nos fonctions. On n'est pas en train de perdre du temps. Fait qu'utilisez le momentum qui vous est offert justement pour aller sonder votre monde, pour aller connaître c'est quoi la réalité. Ils vont vous le dire c'est quoi le problème. Ce n'est pas à nous autres de déterminer c'est quoi le problème de nos collègues. C'est à eux autres de nous en informer. Et bien pour ça, il faut qu'on aille justement provoquer ces rencontres-là. Mais tu sais, c'est facile à dire, on va passer aux petites victoires. C'est facile à dire tout ça. J'écoutais Roxane parler, on était obligé de porter un masque, on a fait une salle close. Ça veut dire qu'il a fallu faire de la construction. C'est quand même une grosse solution. On n'est pas tout le temps en train de réussir à frapper le coup de circuit. Puis en fait, il ne faudrait pas s'attarder à frapper le coup de circuit. Ça ne sert à rien. Ça arrivera naturellement quand vous aurez justement votre équipe de bâti, votre momentum puis votre crédibilité. Mais il faut commencer par des petites victoires. Puis la petite victoire, elle peut sembler insignifiante, mais dans le quotidien d'une personne, ça va être fondamental. Annie nous expliquait un dossier dans un CIUS, je ne sais pas c'est lequel, mais les préposés à l'entretien avaient un problème avec leur chariot, sur lequel ils mettent tout leur équipement pour faire le job. Puis là, au lieu de le dire puis de le dénoncer, les gens enduraient le fait que la roue fait ça, elle pogne, tu es tout le temps en train de forcer, l'équipement, comment est-ce qu'il est disposé, c'est pas pratique, tu es tout le temps en train de, excusez-moi l'expression, mais de jambonner avec ton stock. À un moment donné, justement, le représentant santé sécurité a parlé avec les travailleurs, est allé voir l'employeur, puis ça a finalement résulté à racheter une flotte de chariots avec une formation en ergonomie sur comment disposer l'équipement. On parle du chariot, là. On ne parle pas ici là, de c'est quoi le nombre de particules toxiques dans ton milieu de travail. On ne parle pas non plus de régler la chaleur quand tu travailles dans une serre. On parle de petits éléments qui vont faire une différence, puis que tranquillement, pas vite, vos membres vont dire « Ah ben oui, c'est vrai. Ah ben oui, c'est vrai. Ça a été remplacé, ça a été changé, ça a fonctionné. » Plutôt que de viser le coup de circuit, justement, au contraire, viser le petit coup sûr qui va faire en sorte que les membres vont comprendre que si on se met ensemble, on fait une différence. Il y a un autre exemple aussi qui paraît anodin, là, une animalerie. La personne doit aller transporter des poches de moulée. La poche de moulée pèse 15 kilos. C'est lourd. Les gens forcent tout croche. Il y en a qui se font mal au dos. Puis il y a une personne en particulier qui, elle a des limitations, pas capable de lever plus que 5 kilos. En parlant avec le boss, au lieu de faire des sacs de 15 kilos, ils ont fait des sacs de 5 kilos. Mais ça n'a pas permis à juste une personne d'améliorer son quotidien. Là, tous les travailleurs de l'animalerie avaient juste à lever une poche de 5 kilos au lieu de 15. Fait qu'un petit élément a fait en sorte que tout le monde en a bénéficié. Fait qu'essayez de faire la réflexion dans votre lieu de travail. Qu'est-ce qui pourrait être un petit geste facile qui va bénéficier à plus de monde, puis ça va me permettre justement de montrer à mes collègues, puis
de se prouver à nos collègues de travail que quand on se met ensemble, ça peut faire une différence. Puis éventuellement, ça sera le coup de circuit. Éventuellement, ça sera le gros dossier de santé et sécurité qui nécessite des investissements et ainsi de suite. Mais de travailler sur des petites victoires, c'est quelque chose qui est fondamental parce que quand vous aidez une personne, dans le fond, vous aidez tout le monde. Puis ce tout le monde-là voit que vous avez aidé une personne. Et j'ai rarement vu des gens dire « C'est niaiseux, aider du monde, maudit loser ». Ben non, c'est pas ça la vie. Fait que ça mobilise naturellement ces affaires-là. Vous avez une équipe à bâtir, comment mobiliser? À ce que vos collègues se rendent compte de la différence qu'on fait quand on se met tout le monde ensemble. C'est un processus qui prend du temps, mais il faut passer à l'action. On n'a pas le choix de le faire. Je le disais tout à l'heure, on n'est pas des chialeux. On consulte, on analyse, puis on agit. Puis quand on agit, bien, justement, ça fait une différence. Maintenant, il y a des pièges à éviter. Puis je pense que Roxane, tu es capable de nous entretenir là-dessus pendant un bon bout de temps. Les pièges, parce qu'il y en a plein de pièges. Commencez par votre boss. C'est le plus gros piège, ça. Pendant que tu parlais des petites victoires, il y a quelque chose qui m'est revenu, puis parce que je voyais mes collègues brigadières scolaires, on n'oublie jamais nos premiers groupes qu'on donne dans la formation. Puis ils me contaient que c'était pas fourni les manteaux d'hiver pour les brigadières. Puis quand je les ai recroisés au colloque Santé et Sécurité du SFP, ils m'ont dit qu'ils avaient gagné leur point, parce qu'ils avaient appris dans la formation que les EPI devaient être payés par l'employeur. Puis ça, tu sais, ça, vous pensez que c'est une petite victoire, mais pour les personnes qui sont brigadières, souvent sont à temps partiel, puis des situations précaires. Fait que d'avoir le manteau de payer par l'employeur, ça fait une différence au quotidien. Ça n'a pas besoin, comme Olivier dit, d'être des changements de ventilation ou des gros projets d'ingénierie. Ça fait la différence au quotidien, puis ça amène une belle solidarité. Fait que les pièges à éviter, c'est... Je l'ai dit en début de rencontre. Puis moi-même, je vous montrais mon agenda, puis Cordonnier m'a chaussée, là, on est occupé. C'est fou. Puis on embarque là-dedans avec l'employeur. Il essaie de nous faire des chargés de projets parce que c'est intéressant, les projets, justement. On veut faire la différence. On n'arrive pas toujours avec une liste d'épicerie. On veut participer au changement. On veut qu'il y ait des impacts pour les travailleurs. Mais là, ils vont nous utiliser, ils vont nous occuper, puis ils vont économiser en main-d'œuvre en plus parce que c'est toutes nous qui allons faire les recherches de fournisseurs, les études de coûts, présenter au comité de direction, coordonner le projet. Ça, c'est dans ma réalité, mais ils vous occupent sûrement à d'autres choses aussi qui font leur affaire, puis ils économisent ils font pas votre rôle. On est chanceux, on est libérés pour faire de la prévention. Il faut qu'on reste sur notre rôle. Puis il y a beaucoup de paperasse en santé et sécurité aussi, des rapports d'analyse, des enquêtes d'accidents, préparer le comité paritaire, les PV. On passe beaucoup de notre journée à notre ordinateur, puis pendant ce temps-là, on n'est pas sur le terrain, puis on ne fait pas notre travail. Fait que essayez vraiment de vous libérer du temps pour être sur le terrain. Puis on est dans une société de performance. On a l'impression de perdre notre temps quand on jase à notre monde, mais on ne perd pas notre temps, on fait notre travail. C'est important. Sentez-vous pas coupable de parler avec votre monde. C'est comme ça qu'on a le pouls, puis qu'on est vraiment au courant aussi de c'est quoi les vrais enjeux, puis on va être capable de priorité, puis de faire de la mobilisation. Votre indépendance d'action, c'est super important, puis on n'est pas des super-héros, on ne peut pas tout faire, fait que c'est important. Prenez le temps de vous bâtir une équipe, ça demande du temps, de l'énergie, mais au bout, c'est payant. Parce que, tu sais, en même temps, on ne fight pas seul, on est une équipe, puis on ne peut pas avoir les expertises dans tous les domaines. Fait qu'essayez d'avoir tous les corps de métier de représenter. N'oubliez pas les travailleurs de nuit ou de fin de semaine. Souvent, nous, on est libérés du jour, mais c'est payant d'aller faire des tournées de nuit puis de fin de semaine, puis parler à notre monde. Ils vont vraiment apprécier parce que souvent... ils n'ont pas tant de visites que ça, puis le monde qui s'intéresse à leur réalité sont souvent les oubliés. Puis souvent des personnes avec un petit peu moins d'ancienneté aussi, puis des situations plus précaires. D'autres pièges à éviter? Bien, de regarder en tête que c'est la responsabilité du boss, la santé et sécurité, parce qu'on s'en met beaucoup ses épaules, mais ça fait beaucoup de pression. Mais notre rôle, là, c'est les faire travailler en prévention. Il ne faut pas tout prendre sur nous. Il faut se rappeler que c'est leur responsabilité. Puis, ce ne sera pas juste tout le temps des victoires.
c'est difficile, ça demande beaucoup de travail, puis prenez pas tout personnel si ça ne fonctionne pas. On ne baisse pas les bras, puis on continue. Puis, faites attention de vous protéger aussi on travaille avec des personnes accidentées où c'est souvent des plaintes puis des situations, fait que ça peut affecter notre santé mentale. Là. Fait que essayez de... Oui, il faut être passionné, mobilisé, mais quand on se met à pleurer avec la personne, c'est pas comme ça qu'on est aidant. Là. Fait qu'il faut qu'on ait une approche plus dans l'action puis dans la solution. Puis faire attention aussi des fois, quand il y a des victimes d'accidents de travail, c'est pas parce qu'ils démissionnent puis qu'ils sont pas qui sont plus sur le lieu de travail que le problème est réglé. Surtout quand ils sont des exemples d'harcèlement psychologique ou autre, l'harceleur il est encore sur le milieu de travail. Fait qu'il faut quand même régler à la source aussi, puis pas juste déplacer la personne. Beaucoup de pièges qui peuvent... En fait, attendez-vous à ça. Attendez-vous à ce que l'employeur essaye de vous occuper sur son terrain. Puis, c'est là qui est le plus difficile, c'est de se convaincre, de dire au boss, hey, non, attends une minute. Moi, j'ai mon terrain, puis mon terrain, c'est mes collègues, notre lieu de travail, puis je vais le faire à ma façon. Vraiment, l'indépendance, c'est probablement une des portions qui va être le plus difficile pour ceux qui vont commencer dans ce rôle-là. Je ne parle pas des lieux où ils sont déjà habitués de le faire, mais ça prend du courage pour dire au boss, ah, écoute, merci pour ton idée. Je te trouve bonne, hein? Tu veux tout documenter pour faire des statistiques, mais moi, je vais aller parler à mon monde. Je vais laisser faire les statistiques, puis je vais aller faire ma job, puis inquiète-toi pas, je vais venir te voir quand il y aura quelque chose. C'est tough de faire ça, là. C'est pas tout le monde qui a justement le courage incarné, mais le courage incarné provient de où? Bien, il provient de votre exécutif, entre autres. On va revenir à ça. Et justement, les relations avec les boss. Les relations avec les boss, c'est où c'est qu'on se situe? On est-tu en chicane? On le disait d'entrée de jeu, on est-tu là pour se chicaner? Souvent, là, dans l'aspect relation de travail, ça va être beaucoup plus conflictuel. Hein? On dépose un grief parce qu'il y a un gestionnaire qui a pris une décision, il a imposé une mesure, on va mettre son jugement en doute, il va se braquer, on va déposer de la preuve, il va nous répondre que notre grief n'est pas fondé, on va à la deuxième étape, on continue, puis là, ça augmente, ça va jusqu'à un arbitrage. On est à la table de négo, on s'est préparé, on s'est mobilisé. L'employeur dit « Je vais t'enlever ton régime de retraite ». La réponse, c'est « Il n'y en a pas question ». On va se mobiliser. On est souvent dans des situations où il y a une relation plus d'opposition. Mais ce n'est pas ça en santé-sécurité. Notre rôle, ce n'est pas de se lever le matin pour faire chier le boss. Notre rôle, c'est de se lever le matin pour qu'il puisse mettre en place les solutions qu'on a de besoin. Puis ça donne que, tantôt, Roxane disait qu'il ne faut pas faire le travail à sa place, mais il y a un bout du travail qu'on va faire à sa place. Nous autres, on va consulter les travailleurs. Nous autres, on va comprendre c'est quoi la réalité. Justement, je parlais tantôt de la personne, ça fait 25 ans qu'elle ne se cadenasse pas, mais ça fait 25 ans qu'elle est dans le shop. Ça fait 25 ans qu'elle connaît les problèmes qu'il y a dans le milieu de travail. Fait que la relation avec le patron, il y a une chose qu'il faut qu'il comprenne rapidement. Ça fait partie de notre responsabilité d'adresser ce qui ne fonctionne pas. En fait, tu peux même faire une promesse à ton boss. C'est-à-dire, hey, tu peux te fier sur moi, patron, là? Je vais venir tout te dire ce qui ne marche pas. Pas dans le but de l'ensevelir et de dire, hey, ta business, c'est de la merde. Non, pas du tout, c'est pas ça. Là. Mais c'est de dire au patron, regarde, tu peux te fier sur moi là, qu'à toutes les fois qu'il va y avoir un enjeu, qui va mettre à risque la santé, la sécurité, là, tu le parles dans le mot de ta force productive. Bien, sacrifice, on va y arriver parce que plus on va baisser le taux d'accident, plus on va faire en sorte que les gens, puis on revient aux risques psychosociaux. N'oubliez pas ça, là. Tout l'aspect social, l'aspect psychologique, mais quand tu vas avoir une équipe performante, ça va fonctionner. Fait que vous êtes des partenaires d'une certaine façon, mais pas un partenaire qu'on accepte tout ce que l'autre dit. Là. C'est qu'on a un but commun. On a un but que l'entreprise soit en santé, que les travailleurs soient bien, puis quand ils viennent au travail, ils sont disposés à faire leur job. Mais ça se dit d'entrée de jeu. Écoute, moi, je commence dans mon rôle. Ça se peut qu'on trouve ça difficile des fois, on ne sera pas toujours d'accord, mais moi, ça fait partie de ma job de soulever ce qui ne fonctionne pas. Puis ça fait partie de ma job de venir identifier les zones de risque. Et puis, je pense que c'est important de briser la glace parce qu'après ça, cet employeur-là va arrêter de vous considérer comme le chialeux de la place. Parce que c'est votre job, justement, de le faire. Il faut également qu'on puisse savoir quand confronter puis quand collaborer. Et là, je m'excuse, mais il n'y a pas de livre là-dessus.
Hier, Mme Barry parlait du livre de OneNote, là, qui est bien fun, là, comment organiser, bâtir. C'est un livre qui est vraiment le fun, mais c'est drôle, ce n'est pas écrit dedans. Ce n'est pas écrit quand s'obstiner, quand collaborer. Ça va venir avec le temps. Ça va venir en fonction de vous comme individu. Vous n'avez pas à faire la même job ou la même approche ou le même comportement que votre président, votre présidente. Vous n'avez pas à faire un comportement qui est similaire à celui de votre délégué en chef. Non, agissez comme qui vous êtes, en fonction de ce que vous êtes, vos valeurs, vos connaissances, votre bonne foi, puis ça va y aller. Faites-vous confiance. C'est ça qui est le bout qui est le plus tough, je pense, à faire confiance. On n'a pas d'affaire à imiter Annie ou Roxane. Ce n'est pas possible de les imiter. Mais faites-le avec votre façon, avec votre personnalité. Puis là, l'employeur va se rendre compte que vous n'êtes pas là juste pour mettre des bâtons dans les roues. La relation avec l'employeur, elle va être difficile au début. Parce qu'à part à zéro, on ne sait pas si on peut faire confiance à lui. Il va dire, moi, je ne fais pas confiance à mon représentant santé et sécurité, le syndicat, c'est de la merde. Ouais, ben moi non plus, je ne te fais pas confiance. On est deux là-dedans, by the way. Fait qu'on va se construire un environnement qui va être sain. Allez-y étape par étape. Avec le temps, vous allez comprendre quand est-ce que c'est le temps de mettre un peu plus de pression. Quand est-ce que c'est le temps de dire aussi à sa gang, « Hey, inquiétez-vous pas, là. Le boss est en train de faire des recherches pour trouver la pièce d'équipement qui va venir changer notre méthode de travail, ça s'en vient, là. Ouais, mais là, c'est long, le boss ne fait jamais rien. » T'sais, on n'est pas là pour excuser, mais notre rôle, c'est d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe. Inquiétez-vous pas, la nouvelle pièce, elle s'en vient. Inquiétez-vous pas, le nouveau convoyeur, il s'en vient. On a des discussions. Fait autant qu'on doit justement bâtir la confiance, bien, vous allez le sentir vous-même. Là. Si l'employeur n'est pas digne de confiance, bien, savez-vous quoi? Soyez pas surpris. Il n'y a pas ces intérêts-là. Soyez pas surpris. Continuez justement de garder votre chemin. Encore là, c'est peut-être encore plus important d'aller chercher l'appui de l'exécutif quand le boss n'est pas de confiance. Je vais vous donner un exemple un peu particulier que j'ai vécu moi-même. Là, moi, je suis un travailleur de Bell Canada, puis je dis salut à tous mes collègues dans la salle. Je me suis occupé du comité corporatif en santé et sécurité dans quelques unités d'accréditation. Hey, le PV faisait 110 pages. Puis il y a des enjeux là-dedans qui n'étaient pas réglés depuis 8-9 ans. 8-9 ans. Bon, on s'entend que c'est compliqué. Hein? Extraire un corps inerte d'un manhole qui a passé à travers 2-3 tuyaux, je peux comprendre que tu ne sais pas juste y accrocher un crochet dans le dos et tu le crains. Hein? Ça se peut qu'il plie tout croche en sortant. Mais ça a pris énormément de temps pour être capable de régler l'enjeu. Mais au bout de temps, les gens se sont démobilisés parce que justement, ça ne sert à rien. L'employeur faisait justement ça. Reporter à demain. Ouais, mais là, écoute, on est d'accord avec vous pour acheter des nouveaux détecteurs de gaz, mais on veut s'assurer d'avoir le meilleur modèle. On a envoyé ça au département de procurement à Toronto. Puis là, eux autres, ils font des analyses. Hey, je veux un détecteur de gaz qui marche. T'sais? Fait que l'employeur, des fois, il vous le prouve par sa non-action qu'il ne faut pas y faire confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, ça ne veut pas dire que ça devient un comité de talons sur le bureau. Encore là, ça prend aussi le support de votre exécutif, parce que maintenant, ça vient de dire, hey, le département de santé et sécurité, là, ça marche tout croche là-dedans. Il faut qu'on ramène des gens qui sont volontaires. Fait que la relation avec l'employeur, bâtissez votre confiance, mais dites-le l'heure d'entrée de jeu. Fais-moi confiance, patron. Je vais venir te dire tout ce qui ne fonctionne pas, puis comme ça, on va le régler. Il va arrêter de vous voir comme un chialeux. En fait, ça a l'air un coup de baguette magique comme ça, mais il ne faut pas surprendre les employeurs, il faut le dire. C'est un nouveau rôle. Dans certains milieux de travail, vous le faites déjà depuis longtemps, mais dans plusieurs milieux de travail, il n'y en a pas de représentants santé et sécurité. Les boss ne savent pas ce que ça mange en hiver. Puis vous autres non plus, pas encore. Fait qu'il faut se permettre une zone tampon, mais il faut être honnête avec les employeurs. C'est ça mon rôle, puis je vais le faire à ma manière, et je martèle encore, indépendance. Indépendance. Maintenant, il y a le rôle, les relations avec les boss, mais c'est quoi les relations avec l'exécutif syndical, Roxane? J'ai dit tantôt, c'est important d'avoir l'appui d'exécutif, mais nous aussi, on est vraiment une aide pour eux. Fait qu'il faut vraiment que vous les voyez comme un allié, puis il faut travailler ensemble, parce qu'on est chanceux si tout est écrit dans la loi puis dans les règlements. Fait que tous nos enjeux de négo, là, on est capable d'avoir une twist avec la réglementation pour arriver à nos fins. Fait que c'est vraiment important de travailler ensemble. Moi, je fais partie de l'exécutif, je ne suis pas votante, mais ça fait vraiment une grosse différence parce que, dans le fond,
risques psychosociaux, quand on fait l'évaluation, souvent on arrive avec une problématique de charge de travail. Mais là, habituellement, ça va plus dans la cour des personnes en relation de travail, puis de déco. Fait qu'il faut travailler en équipe, puis justement, on va arriver avec des actions qui vont aider à lisser la charge de travail. Autonomie décisionnelle, ça tombe dans le... Ils vont dire que c'est dans leur droit de gestion. Ben non, pour travailler en prévention, il faut donner plus d'autonomie décisionnelle aux employés. Fait que, tu sais, on a un beau levier, la santé-sécurité, pour améliorer les conditions de travail, puis ça passe par la négociation collective. Fait qu'il faut travailler avec nos comités de négo en collaboration, avoir des clauses en santé-sécurité. Je sais que quand on présente ça aux membres, eux autres, ils veulent plus une augmentation de salariale puis des améliorations en santé-sécurité. Il va falloir les éduquer aussi que c'est important, puis c'est quoi le plus-value. Travailler, j'ai dit, il faut qu'on se bâtisse une équipe. Fait que, amener vos nouveaux délégués santé-sécurité en formation, ça veut vraiment aider à amener leur fibre syndicale. Puis pour faire ça, bien, il faut la collaboration d'exécutifs qui leur font des libérations. En plus, on est chanceux, les formations en santé-sécurité sont subventionnées, fait qu'ils ont un remboursement de salaire, fait que ça ne coûte pas si cher que ça. Puis après ça, on se ramasse avec une belle relève. Puis souvent, les personnes, ils ne sont pas juste impliqués en santé-sécurité. Ils pognent la fibre syndicale, puis ils s'impliquent dans les autres comités. On a de la misère à avoir de la relève syndicalement. Fait que travaillons en équipe avec l'exécutif pour bâtir une belle relève syndicale en envoyant nos membres puis ceux qui semblent avoir une passion en santé et sécurité en formation. Travailler aussi avec les délégués sociaux. Souvent, ils sont oubliés des structures syndicales aussi. Puis le RPS, c'est dans leur domaine. Ça les intéresse. Fait que moi, je les ai inclus avec moi dans le comité santé-sécurité. Puis je les implique dans les indications des risques psychosociaux, puis dans la mise en place de solutions. Si on trouve des personnes qui veulent s'impliquer contre la violence conjugale, bien, on leur donne des projets. Mais pour ça, ça passe souvent par des libérations syndicales. Fait que le lien avec les structures syndicales, c'est qu'il faut qu'on se donne le moyen d'action aussi. On est tous des passionnés, puis on fait beaucoup de bénévolat, mais la nouvelle génération, ça fait moins partie de leur façon d'être, mais il faut s'adapter si on veut de la relève. Fait que ça passe aussi par des libérations syndicales. Puis, on va les embarquer avec nous, puis ils vont mettre la main à la pâte, mais il faut que tout le monde y croie dans les structures. Super important. Moi, je participe aussi des rencontres de délégués, fait que c'est pas nécessairement les délégués santé-sécurité, ceux-là qui sont plus pour faire les décisions avec les exécutifs, mais c'est important. Je leur parle des enjeux de santé-sécurité, puis ça nous fait aussi des yeux et des oreilles sur le plancher, même si c'est pas nécessairement ça qui les intéresse, la santé-sécurité, mais ils vont être capables de me remonter les problématiques. Puis aussi, si j'ai quelqu'un de blessé, ils vont penser de dire à leurs collègues de faire affaire à nous ou s'il y a des situations. Mais tu sais, au-delà de l'exécutif, vous en avez des ressources, là. Votre conseiller ou votre conseillère syndicale, peu importe dans quel syndicat vous êtes, il y a un permanent quelque part. Cette personne-là, c'est une source d'information, c'est une source de confiance, c'est une source d'être rassuré. T'sais, assurez-vous, à travers, bien sûr, vos structures, parce que tout le monde a sa façon de faire, puis on va respecter ça, mais assurez-vous d'avoir des liens avec des gens auxquels vous allez pouvoir rapidement vous réfugier. Puis j'adresse le message à tous mes collègues qui sont permanents, les conseillers. Soyez à l'écoute de nos nouveaux RSS qui s'en viennent. Ils vont avoir besoin de toute cette structure de confiance-là. Puis elle est intéressante, la structure de confiance. Quand tu appelles le permanent, puis le permanent te sécurise, bien, comme par hasard, tu as le courage. Puis c'est la même chose avec l'exécutif, mais on est une équipe complète. Chaque syndicat a sa structure de représentants nationaux ou de conseillers syndicaux, ainsi de suite. Puis par-dessus ça, on a la FTQ qui a des ressources innombrables que des fois, on ne sait même pas. C'est pas vrai qu'il y a juste une formation en délégué santé-sécurité. Il y a plein d'activités sur une base régulière qui sont là pour vous donner des outils. Fait qu'il y en a de la structure pour vous aider. La FTQ, votre syndicat national, votre syndicat provincial, votre structure, puis votre exécutif. Justement, vous avez ça dans vos pochettes, là. Prenez le temps de le scanner avec vos téléphones, puis participer au midi, c'est vraiment intéressant. On est chanceux, on a des experts pour répondre à nos questions, puis nous aider à... Puis il y a aussi
d'autres préventionnistes avec nous pour ceux-là en prévention, puis ceux qui c'est pour les plaideurs aussi, c'est des collègues de travail, puis qu'on va réfléchir ensemble à des solutions. C'est sur l'heure du midi, puis c'est vraiment intéressant. Envoyez vos personnes, on a des belles formations syndicales. Je martèle que c'est vraiment important, pas juste ceux-là, celle-là qui va être donnée par la CNSST. Il faut qu'on garde aussi nos formations syndicales. Puis dans toutes nos affiliations aussi, il y a les conseils régionaux, mais il y a aussi, moi c'est SFP, mais vous avez d'autres accréditations que vous avez aussi des personnes spécialisées en santé et sécurité. Ce que je veux dire, c'est restez pas seul avec vos problèmes. On est toute une communauté. Souvent, c'est les mêmes visages qu'on se voit, puis faut qu'on ait le réflexe de se consulter puis de faire de l'entraide. Puis ce serait le fun que vous réussissiez à recruter, puis que, comme on dit, l'année prochaine, il va y avoir plus de personnes, puis que ce soit des nouveaux que vous amenez. Souvent, c'est les mêmes visages, des personnes dans l'exécutif, mais vous recrues, amenez-les dans les colloques. Ça l'aide aussi à... Il y a un côté plaisant aussi de participer. Excusez. Fait qu'on se posait la question en début de réunion, tu sais, c'est quoi faire de la prévention en santé et sécurité? À se demander, notre job, c'est-tu de s'ostiner, c'est-tu de se battre, c'est-tu d'aller dire à CNSST qu'ils ne comprennent rien? Ben non, on se rend compte que le premier rôle qu'on a, c'est d'écouter nos membres. C'est ça, faire de la santé et sécurité. Eux autres, ils vont nous le dire, c'est quoi les enjeux qu'ils ont. Dans la structure, avec la nouvelle loi, on a du temps de libération qui sert à ça. Le temps de libération sert à aller parler à notre monde pour qu'on puisse pas s'inspirer, pour aller absorber tout ce qui se passe dans le milieu de travail. T'sais, mobiliser, c'est un enjeu qui est partout, là. T'sais, on a eu un colloque sur la mobilisation la semaine passée. La mobilisation, c'est notre moteur. Fait que là, c'est à nous, tous et chacun, de décider si on met de l'eau dans le gaz ou pas. T'sais. Alors, utiliser ces outils-là pour arriver à nos fins, on se rend compte en bout de ligne qu'on n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour s'obstiner. T'sais, si vous avez des gens qui viennent vous voir et disent « Ah, bien là, moi, santé et sécurité, ça ne me tente pas trop de m'impliquer, je ne suis pas trop une personne qui confronte. » On n'est pas là pour confronter. On est là pour écouter et dire au boss « Hey, boss, je te l'avais promis, j'allais te dire que s'il y avait des problèmes, j'allais t'en parler, bien, je viens le faire. » Puis là, bien, on va travailler ensemble pour amener des solutions. T'sais, être sur le terrain, c'est la priorité. Être sur le terrain, c'est la priorité, tout en gardant notre indépendance. Fait que gardez ça en tête. Il y a beaucoup de travail à faire. On sait très bien là, que ce n'est pas un coup de baguette magique, la présentation qu'on vient de vous faire, mais on avait justement le goût de vous donner quelques trucs terrain, des expériences qu'on a vécues pour justement se rendre compte qu'on peut dédramatiser la patente puis avancer avec confiance là-dedans. Et avant de conclure, je sais qu'on est un petit peu en avance, mais je voulais juste passer un petit commentaire à ma collègue. J'ai comme perçu hier que Roxane, c'était la première fois que tu prenais la parole devant un si gros groupe. Et honnêtement, je t'applaudis, bravo. Je suis convaincu qu'on va te voir souvent. Merci tout le monde pour votre attention. On a-tu un petit 5 minutes pour peut-être des questions? Oui, on peut... Il nous reste peut-être un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, valeurs ajoutées? Prenez les micros. Merci. Confrère. Bonjour. Bonjour. 1, 2. Là, je suis proche du micro. OK, parfait, c'est bon. Marc Roussel, permanent syndical national pour le STTP, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Je tiens à vous remercier pour la présentation parce que ce que vous avez survolé crée une belle image de ce que devrait être un représentant en santé et sécurité au travail. Et puis ça, bien, c'est une des plus belles jobs à laquelle on peut participer. Puis on se doit vraiment d'y participer activement. J'ai apprécié lorsque vous avez parlé des pièges à éviter. OK, mais par contre, je pense qu'on n'est pas allé assez creux. OK? Puis un des plus gros pièges que l'employeur, je le sais parce que je suis à Poste Canada, je siège sur le comité d'orientation, OK, je suis coprésident. Puis un des plus gros pièges à Poste Canada présentement à laquelle on fait face, OK, c'est de cacher les accidents de travail. Alors, lorsqu'on voit dans les lieux de travail nos fameux crises de tableau, temps de journée sans accident de travail, c'est le pire piège à laquelle on peut participer. Ce que fait Poste Canada, c'est que, regarde, tu t'es blessé. Présentement, ce que je peux t'offrir, OK, prends 2-3 jours pour te reposer, puis quand ça va aller mieux, reviens au travail, puis tu vas voir, tu vas filer mieux. Au pire, si jamais ça va mal, tu iras voir un médecin, des choses comme ça. Naturellement, s'il revient à voir un médecin, bien, as-tu besoin de plus de temps? En tout cas, c'est la tactique qu'ils prennent.
Bien sûr, essayer de prouver qu'il les influence pour ne pas déclarer, c'est une chose, parce que l'employé a toujours l'option d'aller faire une déclaration médicale ou pas, mais ça a une influence énorme sur les primes de performance des superviseurs et de la gestion, OK? Et c'est le seul et unique but dans lequel ils vont le faire. Non seulement ça, c'est lorsqu'on remet les statistiques à la fin de l'année à Travail Canada, nous, parce qu'on est juridiction fédérale, ça a une influence directe sur le bon employeur que devrait être Poste Canada, et les vrais accidents ne sont pas déclarés. On leur a posé la question. Si tous les parce que lorsqu'on fait état, on a une réduction des accidents de travail. Lorsque vous le publiez, est-ce que vous prenez en compte tous les accidents de travail déclarés et non déclarés? Bien sûr que c'est non. Est-ce que ça influencerait le graphique? Bien sûr, ils ne nous répondent pas. Mais ça, c'est un des plus gros pièges. Puis j'invite tout le monde à faire attention à ça. OK? Puis toujours avoir une assistance médicale pour le faire. D'ailleurs, offrir des travaux modifiés, si on n'a pas d'avis médical, on met à risque la personne qui va aller faire ces travaux-là sans savoir à quoi elle s'expose. Mais la santé mentale versus la charge de travail, merci de l'avoir mentionné, c'est un des gros problèmes qu'on vit à Poste Canada présentement. On a des travailleurs depuis la fin du Publisac, puis que maintenant c'est nous qui livrent tout ce qui est dans le Publisac, qui viennent travailler le matin en pleurant, ne sont plus capables. Poste Canada s'en fout complètement, OK? Puis non seulement ils s'en foutent, ils sont l'odieux de nous dire qu'on doit mettre de l'avant un plan stratégique de 5 ans pour parier la santé mentale dans les milieux de travail. On leur a dit, tant et longtemps que vous ne serez plus la cause de la santé mentale, là, on participera. Mais présentement, vous causez les situations de santé mentale dans le milieu de travail. Donc, réglez le problème à votre niveau. Ensuite, on réglera le problème à notre niveau. Puis, merci de l'avoir souligné. Et puis, content de voir que vous avez également soulevé les analyses de risque. C'est quelque chose de très, très important et de participer activement à ce processus parce que trop souvent, l'employeur va faire les siennes, va nous les présenter. Voici ce qu'on a fait. Êtes-vous d'accord avec? Ah oui, mais on ne sait pas trop ce qui est arrivé. Alors, merci beaucoup pour tout ça. Puis, ça a soulevé beaucoup de choses. Bien, on a beaucoup de questions, beaucoup de travail à faire. Et puis, j'invite tout le monde à y participer activement. Merci. Merci beaucoup. Merci, confrère. Madame Consoeur, au micro. Oui, bonjour. Ça marche? Il faut être proche du micro, vous le Louise dites. Nadeau, 1179 SCFP, brigadier scolaire de la Ville de Québec. Nous autres, étant donné qu'on est en reconstitution de l'exécutif et tout le kit, on tombe en égo et tout le kit, on parlait des libérations syndicales tout à l'heure pour les RSS. Ce que je me demandais, c'est est-ce que c'est l'employeur qui les paie? Oui. OK. Puis ça, est-ce que ça peut être négocié dans une convention collective? Parce qu'on n'a rien, nous autres. Là. Tu sais, vraiment, au niveau de la SST, là, c'est le néant. Fait que c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, c'est vraiment, il y a des heures prévues en fonction du nombre d'employés dans la loi, mais ça, c'est un minimum. Je vous encourage à vraiment mettre ça dans la convention. Je sais que la FTQ travaille présentement sur un guide sur les meilleures conventions. Là, je ne vais pas brûler le punch à Annie. C'est pas encore tout à fait prêt, mais peut-être, tu sais, on va s'inspirer, demander à votre conseiller syndical, parce qu'on ne veut pas que le côté patronal ait accès, parce qu'il y a aussi l'argumentaire. Fait qu'il y a des clauses de convention collective. Vous pouvez vous inspirer qu'est-ce qu'il y a présentement pour les groupes prioritaires dans la loi. Ça fait un bon minimum. On peut toujours avoir plus aussi. OK, merci. Merci. Confrère, au micro. Oui, bonjour. Je suis Michel Gauthier du SCFP 1412, secteur éducation, technicien de laboratoire aussi de chimie. Je voulais juste vous indiquer que j'étais extrêmement satisfait que vous ayez traité comme ça des fonctions, disons, sur les questions de fond des fonctions de RSS. C'est le 4e, je pense, colloque que je fais en santé et sécurité. Puis là, je vois que cette année, on a frappé dans le cœur du sujet. Fait que donc, bref, extrêmement intéressant. Pardonnez-moi, confrère, on vous entend presque pas dans la salle, mais restez vraiment proche du micro. Oui. D'accord. Donc, oui, voilà. Donc, je suis vraiment très content qu'on ait traité du cœur de la question des fonctions du RSS. Puis notamment, ce que je retiens encore, que j'appliquais, mais que je suis content d'entendre, c'est que c'est le principe qu'on n'est pas subordonné lorsqu'on est RSS. On est autonome d'esprit, indépendant
et c'est ce qu'il faut retenir surtout. Donc, on n'a pas à suivre aucune directive d'aucun gestionnaire que ce soit. Fait que ça, je retiens ça aussi. Puis peut-être aussi dans l'esprit, je voulais partager avec vous, c'est que moi, je me vois aussi, je nous vois comme des vigiles. On a un pied souvent dans des rencontres avec la direction, et puis ça, c'est intéressant. Donc, nous voyons, et puis il nous reste ensuite les recours. Et là, j'y arrive. Vous parliez de complicité souhaitée, puis ça, c'est tellement naturel, j'aime bien ça. Mais par contre, souvent, enfin, l'esprit que j'ai, entre autres, comme moyen d'action, c'est la CNESST davantage. Donc, mais il y a des recours, puis il faut les appliquer. Et puis, ces lois-là aussi qui sont données sont nouvelles. Fait que, enfin, donc, bref, on a beaucoup de travail quand même sur le comptoir, enfin. Fait que bref, ça va conclure mon intervention. Merci beaucoup encore. Merci, confrère. Merci. Tu as raison que la CNESST, souvent, c'est ce qu'ils disent que dans les milieux syndicaux, on ne fait pas assez affaire à eux. Fait qu'hésitez pas, tu sais, justement, là, c'est 8 ans que c'est des problèmes en comité paritaire. Là, il y aurait eu moyen, un moment donné, je pense, de faire intervenir, puis en même temps, ça aide à notre crédibilité. Fait que n'hésitez pas, souvent, on essaie de faire ça en relation de travail, mais quand que ça, il ne faut pas hésiter à faire appel au service d'inspectorat si ça ne se règle pas. Excellent. Bien, merci beaucoup pour votre temps, pour votre attention, votre écoute. Est-ce qu'on est rendu à la pause, Annie? J'ai des petites annonces, des petites choses à faire. Merci pour votre attention.